On m'avait demandé un peu de vous présenter qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. D'abord, vous me connaissez probablement la majorité d'entre vous comme député de Lac-Saint-Jean. Mais durant toute la période, je vous dirais 16-30 ans, pour moi, le cœur de ma vie a été vraiment d'aller chercher le plus possible en matière d'éducation, de formation. Toute ma vie, j'ai essayé d'aller chercher les défis les plus importants pour apprendre, puis les messages que j'essaie de véhiculer dans les écoles, c'est vraiment de dire aux jeunes, pendant que vous êtes au primaire, pendant que vous êtes au secondaire, ben c'est le temps d'expérimenter toutes sortes de choses, de tester, d'essayer des activités, puis de le faire de la manière la plus variée possible. Puis aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire, c'est cette volonté justement de faire bouger nos jeunes, de leur faire essayer toutes sortes de choses, puis de leur faire comprendre à quel point cette espèce d'équilibre de vie, il est fondamental, non seulement au primaire, secondaire, mais aussi tout au long de leur vie adulte. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, moi j'ai fait mon cégep à Québec, j'ai fait le baccalauréat international. Toute ma vie, je voulais faire de la politique. Je me suis dit que pour moi, c'était le meilleur instrument pour réellement changer les choses. Bon, maintenant, je vais quitter. Je suis pas sûr que j'ai changé autant que je l'aurais souhaité, mais au moins, j'ai essayé. Durant les 11 dernières années. Alors, c'est ça, je suis allé étudier en Angleterre, à l'Université de Cambridge, j'ai étudié en France, j'ai étudié à l'Université de Montréal, à Ottawa, je suis diplômé en droit, 2 maîtrises, j'ai fait 3 ans de doctorat. Puis, ce que j'ai toujours voulu essayer de faire pendant que j'allais à l'école, ben, c'est garder cette espèce d'équilibre avec une vie active sur le plan sportif. Et Dieu sait que c'est pas toujours simple de concilier le travail, la famille, les études, mais je pense que c'est vraiment fondamental de le faire. Et quand je vois des initiatives comme celle de Pierre Lavoie, qui a décidé de démocratiser l'accès au sport, puis pas juste de se concentrer sur ceux et celles qui sont bons, qui réussissent, qui sont des experts, mais l'ensemble de nos jeunes, sans égard justement au fait qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'il y ait de la difficulté, mais à l'ensemble de notre belle jeunesse québécoise, je me dis qu'on est vraiment à la bonne place. Puis notre grand défi, c'est justement de bien les soutenir. Un des problèmes qu'on a au Québec, c'est que d'abord, je ne sais pas si vous le saviez, mais on est l'endroit au Canada où on investit le moins par élève pour nos jeunes. Fait qu'en bout de ligne, ça reste mathématique. C'est, par définition, si on met moins d'argent par nos jeunes, ben ça veut dire des écoles un peu moins de bonne qualité, ça veut dire des cours d'école moins aménagés, ça veut dire moins de services à nos jeunes en difficulté, etc. Puis ça se répercute. Il y a eu un rapport d'émis il y a à peu près 2 semaines qui faisait l'état de nos infrastructures scolaires. Ici, on est chanceux, les couleurs sont belles, visiblement, il y a un gymnase, on est dans une école primaire. On pourrait penser qu'il y a des gymnases dans chacune des écoles primaires au Québec. Est-ce que c'est le cas, vous pensez? Non, c'est pas le cas. Il y a plusieurs écoles primaires qui, malheureusement, n'ont juste pas de gymnase. Il y a même des écoles secondaires qui n'ont pas de gymnase. Il y a des écoles secondaires qui sont des cafétérias, en fait, qui remplacent, qui est un mélange de cafétéria et que des écoles utilisent également comme des espaces pour les gymnases. Tout ça pour dire que au Québec, on a un budget d'à peu près 100 milliards, puis on doit faire des choix. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne choisira pas l'école, l'éducation, ben malheureusement, on va vivre avec un déficit d'entretien dans nos écoles. Au moment où on se parle, c'est une école sur 2 qui a besoin d'être retapée, qui a besoin de rénovation. C'est moins frappant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en a moins conscience parce que je pense que le travail s'est fait relativement bien. Mais dès qu'on tombe dans la grande région de Montréal, c'est complètement désastreux. Juste le chantier pour avoir des écoles de qualité, c'est un chantier de 3 000 millions, c'est un chantier de 3 milliards de dollars. Il y a un déficit d'entretien de 3 milliards de dollars. Puis moi, ce que je dis, c'est ça prend une nouvelle Baie James, mais c'est une Baie James de nos écoles. C'est ça que ça prend au Québec. Puis tant qu'on n'acceptera pas collectivement de mettre autant d'argent, ben on va toujours être en mode rattrapage. Puis ça, ben pour combler ce déficit-là, ben c'est un choix politique. C'est un choix d'investir directement en éducation. Puis ça, ce qui nous permettra, je l'espère, ben d'avoir des écoles dignes de ce nom, des écoles qui sont modernes. Parce que non seulement nos écoles y ont un déficit, mais en plus, il faut se tourner vers l'avenir. Des écoles de qualité, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire des écoles dont la qualité de l'architecture est digne de ce nom, plus éclairée, la ventilation, l'espace pour circuler dans les classes. Et là, il y a plein de modèles. Vous avez sûrement vu là, ce qui a été lancé avec le projet d'École Lab avec Pierre Lavoie, où il teste toutes sortes de modèles. Je ne suis pas en train de dire que ce modèle-là est le seul qu'on doit retenir, mais ce qui est certain, c'est que
Il y a des modèles d'inspiration qui existent ailleurs dans le monde, entre autres au Danemark, en Finlande, où vraiment on a choisi l'école. Mais en bout de ligne, l'instruction, pour moi, ça reste quand même une question d'argent parce que quand les sommes ne sont pas disponibles, c'est extrêmement dur de mettre des programmes en œuvre. Puis là, je vous donne quelques exemples. Moi, quand je suis arrivé, en fait, lors de l'élection, il y a 4 ans maintenant, on a vécu une période de régression budgétaire qui s'est répercutée par des coupures de postes, des psychoéducateurs, des techniciens d'éducation spécialisée, de l'aide à nos tout-petits. Le budget du ministère de l'Éducation, dans les 4 dernières années, les 2 premières années, est-ce qu'il y a eu des coupures? Est-ce qu'il y a eu une augmentation? Ça a stagné. Mais un budget qui stagne, ça veut dire des coupures. Parce qu'en éducation, c'est à peu près 3,5 d'augmentation. Puis s'il n'y a pas ce 3,5 d'augmentation, bien, ça veut dire que les administrations sont obligées de se retourner, puis en bout de course, sont obligées de procéder à des coupures. Moi, personnellement, qu'on accepte que le budget du ministère de l'Éducation fasse le yo-yo comme ça, quand ça va bien sur le plan économique, on investit, puis quand ça va mal, on coupe, quand ça va bien, on investit, quand ça va mal, on coupe. Vous connaissez tous le CREPA ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'est doté du CREPA, un organisme qui lutte contre le décrochage scolaire. Mais le CREPA et tous les autres organismes qui luttent contre le décrochage scolaire au Québec ont été coupés de manière importante. Fait que là, on est super fiers collectivement. On se dit « Ah, c'est doté de structure, c'est le fun, on va aider nos jeunes à réussir, on va augmenter la diplomation au Québec. » Mais en bout de ligne, on arrive l'année d'après ou des années après, puis finalement, il y a des coupures qui se font dans le budget du ministère de l'Éducation. Et souvent, les premiers qui y goûtent, bien, c'est tout ce qui est parallèle au réseau, dont l'exemple du CREPA, où malheureusement, il y a des gens qui ont dû perdre leur emploi. Mais ici, au moins, on l'a gardé, notre CREPA. Mais il y a d'autres endroits au Québec où il a carrément dû fermer. C'est juste un exemple concret que je veux vous donner pour vous dire que quand le budget du ministère de l'Éducation fait ça, bien, tu es super fier de mesures que tu as mises en place pour certaines années. Puis finalement, bien, il y a d'autres années où malheureusement, tu dois procéder à des coupures. Tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, moi, je vais déposer un projet de loi. Ça va être le dernier projet de loi que je vais déposer avant de quitter la vie politique, parce que je ne me représenterai pas au mois d'octobre. Mais c'est un projet de loi qui dit que tout ce qui est lié à la jeunesse, à la formation de nos jeunes, CPE, protection de la jeunesse, éducation, les budgets devraient être protégés. Une espèce de bouclier. Un bouclier qui assure au moins la croissance annuelle des dépenses de 3,5 Fait qu'essentiellement, ce que ça ferait, c'est que peu importe les gouvernements en place, peu importe la difficulté des moments économiques, bien, le budget pourrait jamais être réduit. On pourrait décider qu'on laisse à 3,5 donc on assure que les crédits sont là pour au moins maintenir les programmes qui ont été faits. Ça ne veut pas dire que les gestionnaires ne pourront pas décider de revoir l'utilisation des crédits, mais au moins ils seraient disponibles pour la suite des choses. Parce que le problème au Québec, c'est que autant on est fiers du système d'éducation qu'on s'est donné, autant on a fait des pas de géant depuis le rapport parent, mais les défis restent immenses en matière de diplomation. Nos tout-petits vont devoir de plus en plus compétitionner avec la planète. Si on veut être une des sociétés les plus instruites au monde, bien, on doit nécessairement, à mon avis, choisir aussi l'éducation sur le plan budgétaire, le choisir réellement, au-delà des discours. Puis pour moi, ça passe par des mesures budgétaires. Et en ce sens-là, la semaine prochaine, je vais déposer un projet de loi où j'espère j'aurai l'appui de toutes les formations politiques. Je me croise les doigts, je me dis qu'il y a encore un peu d'espoir pour y arriver. Mais je pense que si je réussis à faire adopter ça, ça changerait bien des choses. Parce qu'avec un budget d'à peu près 19 milliards dans le réseau de l'éducation, bien après ça, découlent toutes les initiatives. Après ça, tombent les initiatives qu'on discute aujourd'hui, les budgets qui sont mis en place pour des belles initiatives comme celle de faire bouger nos jeunes 60 minutes par jour. Mais tout ça nécessite du financement, tout ça nécessite de l'accompagnement. Puis comme société, on est à la veille d'une campagne électorale au Québec. Bien, j'espère que vous allez réclamer haut et fort à vos élus, à ceux et celles qui vont être en campagne électorale, de dire que l'éducation doit être placée en haut de la pyramide. Fait que ça, c'est un projet de loi que je vais déposer la semaine prochaine. L'autre élément, changement de paradigme, c'est hallucinant comment on est focusé au Québec sur les soins de santé. D'ailleurs, mon ami Dominique Gagnon, qui est présent avec nous, qui est médecin ici, à l'Abbé. Puis je sais à quel point Dominique est un ambassadeur des saines habitudes de vie, mais il reste que, quand on parle de faire bouger nos jeunes de la petite enfance, ça s'inscrit aussi dans une logique
de prévention. Puis ça, honnêtement, là, quand tu parles de prévention en matière de santé au Québec, c'est comme si tu as un discours qui est complètement en contradiction avec la façon dont le système est construit. Le système est construit pour offrir des soins quand le monde est malade, mais on travaille très, très peu en amont pour s'assurer que les gens mangent bien, connaissent ce qu'ils mangent. Écoutez, au Québec, se battre là, pour bien connaître les ingrédients qui composent nos aliments, c'est même pas le cas au moment où on se parle. Là, vient juste d'apparaître, là, je pense que c'est cette semaine, l'affichage obligatoire des légumes puis des fruits qui sont produits ici au Québec. Il y a un grave problème d'affichage. Mais de manière générale, on n'investit pas pour la prévention au Québec, alors que pourtant, à mon point de vue, c'est là qu'on devrait investir. Donc, mieux manger, mieux s'alimenter, mieux bouger, promouvoir et célébrer ceux et celles qui ont des bonnes pratiques de vie, parce que sinon, bien, ça se répercute, comme vous le savez, avec toutes sortes de maladies chroniques qui, en bout de course, finissent par coûter extrêmement cher. Fait que, bref, quand tu fais pas de prévention, bien, par définition, tu augmentes tes dépenses en matière de santé. Puis plus tu augmentes tes dépenses en matière de santé, bien, par définition, tu as de plus en plus de difficultés à boucler ton budget. Est-ce que vous savez c'est quoi le poste de dépense le plus élevé au Québec présentement? La santé, à quel pourcentage? On doit 50 000. On a dépassé de 50 000. Oui, c'est plus qu'aux alentours de 40 ce qui est déjà énorme. On pourra s'assister tantôt. Mais clairement le poste budgétaire où il y a le plus de dépenses. Puis si vous regardez la croissance prévue des 20 prochaines années, là, la part de la santé va continuer d'être augmentée. Moi, personnellement, vous savez, j'ai fait 2 courses au leadership. Faire une course au leadership, pour vous donner une petite idée, là, ça représente à peu près 70 000 km en 6 mois. Fait que vous faites à peu près 20 000, 25 000. Une personne normale fait à peu près ça. Moi, j'ai fait 70 000 en 6 mois. À travers ça, tu travailles 70-80 heures par semaine. Et moi, je peux vous dire, sur le plan plus personnel, que si j'avais pas eu des gens autour de moi qui m'avaient appris rapidement à avoir une vie équilibrée par le sport, je suis pas certain que je serais devant vous aujourd'hui pour dialoguer de mon expérience en politique. Je pense que si j'ai réussi à passer à travers des moments plus difficiles, c'est sans doute parce que j'ai réussi à avoir un entraînement qui est régulier. Moi, j'essaie d'avoir un horaire qui est très exigeant en termes d'équilibre de vie. Un jour, Pierre Lavoie m'avait dit, tu sais, Alexandre, tu devrais donner l'exemple, tu devrais t'inscrire au Grand Défi Pierre Lavoie. Puis j'avais dit à Pierre, ben je veux bien, mais j'ai même pas de vélo, puis je ne fais pas de vélo. Et il m'avait répondu, ben achète-toi-en un, puis inscris-toi, puis viens le faire. Alors je fais partie de ceux et celles qui ont été invités, qui étaient pas du tout familiers avec le vélo et qui petit à petit s'est entraîné, s'est mis sur le vélo. Puis là cette année, ça va être mon 2e grand défi. Et puis, je devrais être en mesure normalement de faire mon premier triathlon à la baie le 14 juillet prochain. Alors, j'essaie de courir sur une base régulière, de faire de la natation, de faire du vélo. J'essaie d'avoir un horaire à 5-6 jours semaine pour m'assurer que mon esprit reste équilibré et sain. Mais bref, comme député à l'Assemblée nationale, j'essaie tant bien que mal de donner l'exemple. Je prétends pas que nous avons une vie très équilibrée, mais au moins sur le sport, j'essaie de le faire. J'ai aussi soutenu quelques écoles secondaires et primaires, surtout en fait, lors du grand défi Pierre Lavoie pour pouvoir acheter de l'équipement. Alors bref, prévention, protection des budgets en matière d'éducation. Puis j'aurais envie de vous dire une autre proposition que j'ai soutenue dans les dernières années, c'est soutenir tout le personnel de soutien et ceux et celles qui occupent des fonctions spécialisées dans les écoles. Je vais vous donner des exemples. Une autre, à mon avis, aberration pour soutenir nos jeunes, c'est qu'on est vraiment à géométrie variable. Chaque commission scolaire va décider du nombre de psychoéducateurs, du nombre d'orthophonistes, du nombre de conseillers en orientation. Mais le problème, c'est qu'il y a une disparité hallucinante au Québec. Il y a des écoles qui vont vraiment privilégier je pense à l'école Pierre de Coubertin, par exemple, qui vont vraiment privilégier le sport, l'enseignement de l'éducation physique, puis ils vont faire une plage horaire importante, alors que d'autres écoles vont choisir d'autres choix. Moi, évidemment, je suis bien heureux que chacune des commissions scolaires ait une certaine marge de manœuvre, mais je pense que c'est pas normal que dans certaines commissions scolaires, il y ait à peu près aucun orthophoniste pour soutenir nos jeunes qui ont des difficultés du trouble du langage, que très, très peu de psychologues.
très, très peu de techniciens pour soutenir nos professeurs en éducation physique. Bref, il y a une espèce de géométrie variable, tout dépendamment de vous habitez où au Québec. Fait ici, par exemple, à la commission scolaire, il y a des écoles de langage, là, je l'ai appris tout à l'heure, alors que dans d'autres commissions scolaires, il n'y en a pas. Bref, si on veut que nos jeunes, pas juste ceux qui naturellement réussissent plus facilement, mais que nos jeunes aussi en difficulté soient bien accompagnés et se tournent aussi vers l'activité physique, bien souvent, il y a des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Puis ils ont besoin d'être accompagnés par des professionnels. Puis ces professionnels-là, bien moi, ce que je constate à travers le Québec, c'est qu'il y a vraiment une géométrie variante, tout dépendamment de vous habitez où sur le territoire québécois. Et je pense, moi, qu'il devrait y avoir des seuils de services qui sont garantis par l'État québécois. Bref, s'il y a 3 000 élèves, il devrait minimalement y avoir 3 psychologues. S'il y a 4 000 élèves, il devrait minimalement y avoir 5 orthophonistes. Des espèces de barèmes qui assurent un minimum de services à nos jeunes, particulièrement à nos jeunes en difficulté. Ça sera un combat important qui sera mené dans les prochaines années parce que vous aurez compris que ce sont des ressources qui peuvent coûter cher. Mais d'un autre côté, encore une fois, je pense que c'est nécessaire pour nous assurer qu'il y a de plus de jeunes qui obtiennent leur diplôme, qui sont au bout de leur rêve et qui vivent une vie différente. Tout ça pour vous dire que pour ce qui est des mesures plus concrètes sur bouger dans vos classes, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour les imaginer, pour les trouver. Par contre, moi, sachez que je travaille plus largement pour nous assurer que les budgets sont disponibles, que la société québécoise choisit l'éducation comme modèle. Moi, j'ai grandi dans le milieu de l'éducation. Mon père était professeur, ma mère était professeure, ma conjointe est enseignante également. Et j'essaie de faire comprendre à mes enfants, qui sont encore tout petits, qui ont 5 et 7 ans, à quel point c'est important d'apprendre lorsque c'est le temps d'apprendre. Alors, merci. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous.